Le plus beau cadeau pour le mariage de ta sœur, c'est ta disparition. Leurs mots étaient une sentence. Je suis partie sans un regard. Le lendemain, j'ai vendu ma vie entière et vidé le compte bancaire. Le plus beau cadeau pour le mariage de ta sœur, c'est ta disparition. Ces mots, prononcés par mon propre père, n'étaient pas une insulte, c'était une sentence, un verdict final rendu sans procès. Ma mère, Hélène, se tenait à ses côtés, son visage habituellement si contrôlé déformé par une rage froide, hochant la tête en signe d'approbation. J'étais leur fille de 28 ans, Chloé, et ils venaient, en une phrase, de me rayer de leur existence. Alors, je suis partie. Sans une larme, sans un mot de supplication, sans un regard en arrière. Le lendemain, j'ai mis en vente ma vie entière, mon petit appartement, et j'ai initié la procédure pour geler le compte bancaire sur lequel je versais l'argent de mes sacrifices depuis des années. Ils voulaient que je disparaisse ? J'allais organiser ma propre disparition, une disparition si complète, si méticuleuse, qu'ils regretteraient de l'avoir jamais souhaitée. Si vous voulez savoir comment une fille qui a passé sa vie à marcher sur la pointe des pieds a appris à faire trembler le sol sous les pas de ses bourreaux, alors restez avec moi. C'est mon histoire, brute et sans phare. Mais avant de plonger dans les détails de cette nuit qui a fait basculer mon univers, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous m'écoutez. Et quelle heure est-il chez vous ? C'est une façon pour moi de me sentir moins seule, en sachant que mon histoire voyage bien au-delà des murs de ma solitude. Tout a basculé la veille du mariage de ma sœur aînée, Camille. La maison de mes parents à Beauregard, ce petit village propre où les secrets se cachent derrière des géraniums bien entretenus, vibrait d'une énergie électrique. Mais ce n'était pas la douce fébrilité d'un bonheur à venir. Non, c'était une tension sourde, l'ozone avant l'orage. J'étais arrivée, les bras chargés des derniers cartons de décoration, le point final d'un marathon de plusieurs mois que j'avais couru seule. J'étais épuisée jusqu'à la moelle, vidée. Des nuits entières à comparer des devis, des week-ends sacrifiés pour visiter des lieux, des heures au téléphone pour calmer les angoisses d'un traiteur ou pour négocier avec un fleuriste, tout ça pour elle. Pour eux. Pour un regard d'approbation qui ne venait jamais. Dans un coin du grand salon, j'ai déposé les cartons avec un soupir de soulagement. En me redressant, mon coude a heurté une petite table d'appoint. Un geste maladroit, un simple mouvement de fatigue. Sur cette table, j'avais disposé les photos forts en verre que j'avais passé près de 2 mois à graver à la main. J'y avais dessiné de fines arabesques de lierre, un symbole de fidélité. Le son du verre se brisant sur le carrelage froid a été comme un coup de feu dans le silence. 3 de mes créations, 3 symboles de mon dévouement, gisaient en 1000 morceaux. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le fracas lui-même. Ma mère, Hélène, a été la première à bouger. Elle n'a pas crié. C'était sa spécialité, la terreur silencieuse. Elle s'est approchée lentement, ses talons claquant un rythme funèbre sur le sol. Son regard a balayé les débris avec dégoût, avant de se poser sur moi, lourd de tout le mépris du monde. Tu vois, Bernard, a-t-elle lancé à mon père, sa voix sifflante. Je te l'avais toujours dit. Elle est née pour tout gâcher. Tout ce qu'elle touche, elle le réduit en poussière. Chaque mot était un éclat de verre qui s'enfonçait plus profondément dans ma chair. J'ai ouvert la bouche, un misérable, je suis désolé, s'est formé sur mes lèvres, mais mon père, Bernard, l'homme dont le courage était enseveli sous des piles de journaux, a choisi ce moment précis pour trouver sa voix. Il s'est levé du fauteuil où il lisait, a posé son journal avec une lenteur calculée et s'est approché. Il s'est posté aux côtés de ma mère, formant une muraille infranchissable. Son visage, habituellement une toile vierge d'émotion, était dur, fermé. Ta mère est fatiguée de tes erreurs, Chloé. Fatiguée de ta négligence. Sa voix était basse, monocorde, ce qui la rendait encore plus cruelle. Il a marqué une pause, me regardant droit dans les yeux. Le cadeau de mariage le plus significatif, le plus beau que tu puisses faire à ta sœur, c'est ta disparition. Disparition. Le mot a explosé dans le silence de mon esprit. Ce n'était plus une critique, c'était une annulation. Un ordre d'effacement. Mon regard a désespérément cherché Camille. Elle était là, près de l'escalier, magnifique dans une robe simple, son fiancé Antoine à ses côtés. Elle a détourné les yeux.
Elle a fixé un point invisible sur le mur, puis a porté son attention sur la manucure parfaite de ses mains, ajustant une bague imaginaire. Antoine, lui, semblait soudain fasciné par ses propres chaussures. Leur silence était assourdissant. C'était un consentement. Une trahison passive, mais une trahison tout de même. Une clarté étrange, presque douloureuse, m'a envahi. La douleur était là, bien sûr, une lame de fond qui menaçait de me submerger, mais par-dessus, il y avait cette lucidité glaciale. J'ai compris. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais une fonction, un outil, une variable d'ajustement dans l'équation de leur bonheur. Et aujourd'hui, j'étais devenue une erreur de calcul qu'il fallait effacer. J'ai redressé les épaules. J'ai regardé mes parents, puis ma sœur. Compris. C'est tout ce que j'ai dit. Ma voix était nette, sans une once de tremblement. Vous aurez votre cadeau. Je me suis retournée, sans un regard pour les débris à mes pieds. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Ma main sur la poignée, je n'ai pas claqué la porte. J'ai simplement tiré dessus jusqu'à entendre le clic final du verrou. Un son sec, précis. Le son de la fin d'un chapitre. Le son du début d'une guerre. Pour comprendre comment une famille en arrive à prononcer une telle sentence, il faut gratter le vernis. Il faut descendre dans la cave de la mémoire, là où les premières fissures sont apparues. Notre maison à Beauregard était l'image même de la réussite provinciale, une belle bâtisse en pierre, un jardin impeccable, une voiture allemande dans l'allée. De l'extérieur, la famille Martin était un modèle. Mais à l'intérieur, les murs suintaient l'injustice et la comparaison. Camille, de 4 ans mon aînée, n'était pas seulement la préférée, elle était le projet de vie de mes parents. Chaque réussite scolaire, chaque compétition sportive, chaque compliment d'un professeur était une validation de leur propre valeur. Elle était la preuve vivante de leur succès en tant que parents. Moi, j'étais l'autre. La pièce rapportée. L'éternelle seconde. Mes efforts étaient soit ignorés, soit mesurés à l'aune de ses exploits. Si elle avait un 18 en maths, mon 16 en français était passable. Si elle gagnait un tournoi de tennis, mon premier prix de dessin au concours de l'école était un gentil passe-temps. L'incident le plus marquant, celui qui a gravé le modèle de notre dynamique familiale dans mon cœur d'enfant, s'est produit le jour de mon 10e anniversaire. C'était un mercredi, et j'avais organisé un petit goûter avec mes 3 meilleurs amis. J'avais passé la semaine à préparer des petits jeux, j'avais même choisi ma robe. J'étais au comble de l'excitation. Le matin même, ma mère est entrée dans ma chambre sans frapper, son visage fermé. Chloé, il faut tout annuler. J'ai complètement oublié, c'est le jour de la grande finale de Camille au tournoi régional de tennis. On ne peut absolument pas manquer ça. J'ai senti les larmes monter. Mais maman, c'est mon anniversaire. Mes amis vont arriver. Sa réponse est tombée comme un couperet, sans appel. Ne sois pas égoïste. La famille doit se soutenir. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Un anniversaire, ça peut se fêter un autre jour. La victoire de ta sœur, c'est aujourd'hui. C'est important pour son avenir. J'ai dû appeler mes amis, une par une, la voix tremblante de honte, pour leur dire que ma fête était annulée. L'une d'elles a demandé pourquoi. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste bredouillé une excuse. L'après-midi de mon 10e anniversaire, je l'ai donc passé sur le gradin inconfortable d'un club de tennis, à 30 km de la maison. J'ai regardé ma sœur, vêtue de blanc, courir et frapper la balle sous les encouragements passionnés de mes parents. J'étais invisible. Après sa victoire écrasante, sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés dans une boulangerie. Mon père m'a tendu un éclair au chocolat. Tiens, joyeux anniversaire, a-t-il dit avec une jovialité forcée, comme si ce simple gâteau pouvait effacer l'humiliation et la solitude de toute une journée. J'ai mangé mon éclair en silence sur la banquette arrière, les yeux fixés sur l'immense coupe dorée de Camille qui trônait sur le siège passager avant, brillant de 1000 feux. Ce jour-là, j'ai compris que dans le grand livre de contes de la famille Martin, mes joies seraient toujours une note de frais secondaires, et ses triomphes, un investissement prioritaire. Mon père, Bernard, était un homme de silence complice. Il n'était pas méchant, il était faible. Sa lâcheté était une forme de violence passive.
Parfois, tard le soir, après une énième pique de ma mère sur ma sensibilité excessive ou mon manque d'ambition, il passait devant la porte de ma chambre, qu'il savait que je laissais entr'ouverte. Il me faisait un petit signe de tête, un sourire triste, et murmurait « Laisse passer l'orage ». Il ne disait jamais « Je vais lui parler ». Il disait « Encaisse et tais-toi ». Il m'apprenait à subir, pas à me défendre. Ma mère, Hélène, était plus complexe. Sa cruauté n'était pas gratuite. Elle venait de ses propres frustrations. Elle avait sacrifié une potentielle carrière pour nous élever et voyait en Camille la réalisation de tout ce qu'elle n'avait pas pu accomplir. Camille était son chef-d'œuvre. Moi, j'étais l'esquisse ratée, le rappel constant de ses doutes et de ses regrets. Elle me reprochait d'être ce qu'elle avait été contrainte de devenir, une femme de l'ombre. En grandissant, j'ai intériorisé leurs leçons. Je suis devenue une experte en discrétion. J'ai choisi des études raisonnables dans la ville voisine pour ne pas être un fardeau financier. J'étais toujours disponible. Pour l'aider à faire ses courses, pour l'accompagner chez le médecin pour ses migraines, terribles, qui survenaient curieusement toujours quand j'avais prévu quelque chose d'important. J'étais la gouvernante non déclarée, l'infirmière à domicile, la fille outil. Et je continuais à espérer, avec la stupidité des âmes loyales, qu'un jour, ils ouvriraient les yeux et verraient enfin la valeur de mes sacrifices. Si vous avez déjà eu le sentiment d'être une note en bas de page dans l'histoire de votre propre famille, alors vous savez exactement ce que j'ai enduré. Vous savez le poids de ce silence. Et vous savez aussi que même la plus patiente des âmes a un point de rupture. Le mien approchait, mais il n'allait pas venir de mes parents. La blessure la plus profonde allait être infligée par la personne même que j'avais passé ma vie à admirer dans l'ombre. On dit que le sang est plus épais que l'eau. C'est un mensonge. Parfois, le sang peut devenir un poison lent, et la trahison la plus amère est celle qui vient de notre propre chair. Avant que la bombe du mariage n'explose, une mine avait déjà sauté, détruisant silencieusement les fondations de ce qui restait de ma confiance. C'était il y a 3 ans, une date gravée au fer rouge dans ma mémoire. Je venais de terminer mon stage de fin d'études dans une petite mais créative agence de marketing. J'étais pleine de feu, d'idées, de cette énergie naïve de ceux qui croient encore pouvoir changer le monde avec un bon slogan. Pendant des mois, sur mon temps libre, j'avais peaufiné un projet qui me tenait particulièrement à cœur. C'était une campagne de communication complète et audacieuse pour une marque fictive de cosmétiques bio et éthiques que j'avais créée. J'avais tout conçu, le nom de la marque, Racine, le manifeste, la stratégie digitale basée sur l'authenticité et les micro-influenceurs, les maquettes des visuels. C'était plus qu'un simple projet d'étude, c'était un morceau de mon âme, la somme de mes convictions. Un soir de printemps, Camille était de passage à Beauregard. Elle travaillait déjà pour un géant des cosmétiques à Lyon, un de ces mastodontes qui incarnaient tout ce que mon projet dénonçait. Elle se plaignait de la lourdeur de sa structure, du manque de créativité, de la pression pour sortir des campagnes, vues et revues. Dans un élan de fraternité, une impulsion stupide de vouloir me connecter à elle, de lui montrer que moi aussi, sa petite sœur, j'avais des choses à dire, je lui ai montré mon dossier, Racine. Je lui ai tout expliqué avec passion pendant près d'1 heure. Elle a écouté avec une attention que je ne lui connaissais pas. Elle a posé des questions intelligentes, a souligné des points forts, a même suggéré des améliorations. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'elle me voyait comme une égale, une professionnelle. En partant, elle m'a dit « C'est vraiment excellent, Chloé. Ne laisse pas ça dans un tiroir. C'est digne des plus grandes marques. » Ces mots, venant d'elle, ont été comme une médaille. J'étais fière. J'étais naïve. Les mois ont filé. J'ai été embauchée dans l'agence où j'avais fait mon stage. La vie a suivi son cours. Mon projet est resté dans un dossier sur mon ordinateur. J'étais trop impressionnée, trop effrayée pour le présenter à qui que ce soit. Et puis, un matin, en feuilletant un magazine professionnel au bureau, mon monde s'est effondré. En page centrale, un article dithyrambique sur « La campagne qui réinvente la beauté ». Le titre, « Le souffle végétal, la nouvelle révolution d'un géant des cosmétiques ». En lisant, une sueur froide a perlé sur mon front. La stratégie digitale, l'accent sur l'authenticité, l'utilisation de « vraies femmes » plutôt que de mannequins, le nom même. C'était mon projet.
Dénaturé, aseptisé, privé de son âme éthique, mais c'était ma structure, mes idées, mon architecture. Et tout en bas de l'article, dans un encadré, la photo souriante de la « géniale chef de projet » derrière ce succès fulgurant, Camille Martin. Le magazine m'est tombé des mains. La trahison était si brutale, si totale, qu'elle m'a littéralement coupé le souffle. J'ai dû m'enfermer aux toilettes pour ne pas vomir. Le week-end suivant, j'ai conduit jusqu'à Lyon. Je n'ai pas prévenu de ma visite. Je l'ai confrontée dans son appartement luxueux, celui qu'elle avait obtenu grâce à sa promotion post-S souffle végétal. Je lui ai posé le magazine sur sa table basse en marbre. Explique-moi. Elle a à peine jeté un coup d'œil. Elle n'a même pas eu l'air surprise. Elle a levé les yeux vers moi, et elle m'a offert ce petit sourire en coin, ce sourire que je connaissais si bien, celui qui disait « Tu es si prévisible ». « Oh, ça », a-t-elle dit d'un ton léger. « Tu devrais me remercier. J'ai pris tes petites idées d'étudiante et j'en ai fait quelque chose de grand. Seule, tu n'aurais jamais rien osé. J'ai donné vie à ton projet. » J'étais sidérée par son audace. « Tu n'as pas donné vie à mon projet, tu l'as assassiné et tu as maquillé son cadavre pour le vendre. Tu m'as volé, Camille. » Son sourire s'est effacé, remplacé par une expression de pitié glaciale. « Chloé, ma pauvre Chloé. Il faut que tu grandisses. Dans notre métier, les idées sont partout. Ce qui fait la différence, c'est l'exécution. C'est l'ambition. Et ça, ma chère, tu n'en as aucune. » J'en ai parlé à mes parents, dans une dernière tentative désespérée de trouver justice. Leur réaction a scellé mon sort. Ma mère m'a accusée d'être maladivement jalouse. Mon père a conclu l'affaire par un « c'est le monde du travail, Chloé. Il faut endurcir. » Ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi la gagnante. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tout pardonné, ou auriez-vous commencé à planifier votre vengeance en silence? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, j'ai choisi une troisième voie. J'ai choisi de subir. J'ai enterré cette trahison au plus profond de moi, et j'ai continué à jouer mon rôle. Et c'est avec ce poignard dans le dos que je me suis lancée dans l'organisation de son mariage, pensant qu'un dernier acte de soumission pourrait, peut-être, racheter ma propre existence à leurs yeux. Se lancer dans l'organisation du mariage de Camille après sa trahison était un acte de pure folie, une forme d'automutilation psychologique. Mais j'étais piégée dans un schéma de dépendance affective si profond que je ne voyais pas d'autre issue. Prouver ma loyauté, même à ceux qui ne la méritaient pas, était devenu ma seule raison d'être. Alors, je suis devenue la cheville ouvrière de l'événement de l'année à Beauregard. Mon rôle a rapidement dépassé celui de la simple sœur de la mariée. Je suis devenue, sans salaire ni reconnaissance, leur wedding plané à plein temps. Mes journées de travail à l'agence de marketing étaient suivies de soirées entières passées au téléphone, à éplucher des devis, à comparer des prestataires. Mes week-ends étaient consacrés aux visites de lieux, aux dégustations, aux rendez-vous. Ma vie sociale s'est réduite à néant. Le choix du lieu a été le premier calvaire. J'ai visité une quinzaine de châteaux et de domaines dans un rayon de 100 km. Pour chacun, je prenais des photos sous tous les angles, je préparais un dossier complet avec les avantages, les inconvénients, le budget. J'envoyais tout à Camille et à ma mère. Les réponses étaient laconiques et dédaigneuses. Trop rustique, écrivait Camille. Le parc n'est pas assez impressionnant, décrétait Hélène. Elles ne se sont déplacées qu'une seule fois, pour le lieu qu'elles ont finalement choisi, un manoir magnifique mais hors de prix. C'est là que le piège financier s'est refermé sur moi. Pour bloquer la date, il fallait verser un acompte de 5 000 €. C'est à ce moment-là qu'Hélène m'a pris à part, avec son air le plus mielleux. Chloé, ma chérie, tu sais, avec les impôts et les quelques travaux, les comptes de la famille sont un peu tendus en ce moment. Tu ne pourrais pas avancer l'acompte? C'est juste une question de quelques semaines, on te remboursera dès que possible. Je savais pertinemment que ce « dès que possible » signifiait « jamais ». Mais refuser aurait déclenché une crise. J'ai donc fait le virement, en regardant avec une douleur sourde mon compte épargne, celui destiné à financer ce fameux cours de spécialisation en marketing digital qui aurait pu booster ma carrière. J'ai sacrifié mon avenir professionnel sur l'autel de leurs caprices.
Et ce n'était que le début. Le traiteur, le fleuriste, le photographe, chaque poste de dépense était une nouvelle bataille. Hélène avait des goûts de luxe, mais voulait que je négocie des prix dérisoires. Dis-leur que c'est une excellente publicité pour eux, me conseillait-elle, comme si le nom, Martin, était une marque de prestige. J'étais morte de honte lors de certains appels. Le pire était peut-être la robe. Pas celle de Camille, bien sûr, qui avait été choisie à Paris lors d'un week-end, mère-fille, auquel je n'avais pas été conviée. Non, la mienne. En tant que témoin, je devais porter une robe spécifique. Ma mère et ma sœur l'avaient choisie pour moi, un modèle d'une créatrice hors de prix. On te l'offre, bien sûr, avait dit Camille avec une fausse générosité. Le mois suivant, en consultant mes relevés bancaires, j'ai vu un débit de 800 € correspondant à la boutique. Quand j'ai demandé des explications, Camille a répondu, agacée, « Oh, j'ai dû me tromper en donnant la carte. » C'est pas grave, tu peux bien faire ça pour moi, non. Pour couronner le tout, il y avait le cadeau de mariage. Je voulais leur offrir quelque chose de personnel, de significatif. Je me suis souvenu que Camille, des années auparavant, avait flashé sur un collier vintage en saphir dans une vitrine d'antiquaire. J'ai passé des semaines à chercher quelque chose de similaire. Je l'ai finalement trouvé chez un bijoutier à Rennes. Il coûtait une fortune, bien plus que ce que je pouvais me permettre. J'ai vendu quelques vieux bijoux de ma grand-mère, les seuls objets de valeur que je possédais, pour compléter la somme. Je me suis dit que ce geste, ce sacrifice ultime, la toucherait peut-être. Pendant que je jonglais avec tout ça, jonglant avec mon propre travail qui en pâtissait, ma fatigue chronique et mon anxiété grandissante, Camille vivait sa meilleure vie à Lyon. Elle ne m'appelait jamais pour prendre des nouvelles. Ses seuls messages étaient des ordres déguisés. Pense à vérifier que le champagne est bien du Ruinart, ou j'espère que tu as briefé le DJ pour qu'il ne passe pas de musique de vieux. J'étais son intendante, son exécutante. La marionnette qui s'agitait pour que le spectacle soit parfait. C'est dans cet état de servitude volontaire, épuisé et financièrement exsangue, que je suis arrivée chez eux la veille du mariage. J'avais tout donné. Je n'avais plus rien. J'étais une coquille vide, espérant qu'il daigne enfin la remplir d'un peu de reconnaissance. La nuit qui a suivi mon exil a été une longue traversée du désert intérieur. J'ai conduit pendant des heures, sans destination, les lumières de la ville défilant comme des fantômes à travers mon pare-brise. Je ne pleurais pas. L'état de choc avait gelé mes larmes. Je me sentais étrangement détachée, comme si j'observais la vie d'une autre personne. La Chloé qui venait d'être reniée par sa propre famille me semblait être une étrangère, une figure pathétique que je regardais avec une sorte de pitié distante. Je suis finalement rentrée dans mon petit appartement, ce refuge que j'avais mis tant d'amour à décorer. Soudain, il m'a paru froid, impersonnel. Je me suis assise dans le noir, sur le sol de mon salon, et j'ai attendu. J'ai attendu que la douleur arrive, que la colère explose, que le chagrin me submerge. Mais rien ne venait. Juste un vide immense, un silence assourdissant dans ma tête et dans mon cœur. Le soleil s'est levé, projetant une lumière blafarde sur mon visage défait. C'était le jour J. Le grand jour de Camille. Le jour de ma disparition. Je n'irais pas, c'était une évidence. La simple pensée de devoir affronter leur regard, de devoir sourire à travers le masque de la normalité, me donnait une envie de vomir. Mais une force étrange, une curiosité morbide, m'a poussé à ne pas couper complètement le contact. Je voulais voir. Je devais voir comment ils allaient jouer la comédie sans moi. C'est une amie commune, Léa, qui, sans connaître l'ampleur du drame, m'a servi de fenêtre sur leur monde. Elle a posté une « story » sur Instagram, puis a eu la fausse bonne idée de lancer une retransmission en direct de la cérémonie à la mairie. J'ai regardé, le téléphone tremblant dans mes mains, caché derrière l'anonymat d'un écran. Et je les ai vus. J'ai vu Camille, sublime, riant aux éclats en signant le registre. J'ai vu mes parents, Hélène et Bernard, posant fièrement à ses côtés. Ma mère, dans son tailleur chic, rayonnait. Mon père, habituellement si effacé, se tenait droit, le torse bombé. Ils étaient l'image parfaite du bonheur familial. Personne, dans leur sourire, dans leurs gestes, ne trahissait le fait qu'il manquait une personne. Leur fille. Leur autre fille.
Il n'y avait pas de place vide, pas de tristesse dans leurs yeux. C'était comme si j'avais été effacée d'une photo de famille, et que personne ne s'en était rendu compte. Puis la caméra de Léa a zoomé sur ma mère qui ajustait son chapeau. Et c'est là que je l'ai vue. Autour de son cou. Un collier de perles de culture, magnifique, lustré, une pièce que je n'avais jamais vue auparavant et qui criait le luxe. Il a fallu une seconde à mon cerveau pour faire le lien. Ce collier. Les contes de la famille un peu juste. La conte du manoir que j'avais dû avancer. Mon cours de spécialisation qui s'était envolé. Tout a cliqué. La nausée est revenue, violente. Ce n'était pas seulement de l'indifférence. C'était un vol. Il ne m'avait pas seulement exploité, il m'avait spolié, en toute conscience. La douleur a enfin percé ma carapace de choc. Mais ce n'était pas une douleur qui paralyse. C'était une douleur qui électrise. Une rage pure, froide, a déferlé en moi. J'ai regardé à nouveau mon téléphone. Ils trinquaient au champagne. Ils célébraient leur triomphe sur les ruines de mes sacrifices. J'ai ri. Un rire sec, sans joie, qui a résonné dans mon appartement silencieux. C'était fini. La gentille Chloé, la Chloé qui espérait, la Chloé qui pardonnait, était morte à cet instant précis. Ils voulaient ma disparition ? Ils allaient la voir. Mais ce ne serait pas une disparition silencieuse et honteuse. Ce serait une disparition stratégique. Un retrait tactique. J'allais reprendre tout ce que je leur avais donné. Mon temps, mon énergie, et surtout, mon argent. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le son du démarrage n'avait jamais semblé aussi prometteur. Ma première recherche sur Google, avocat droit de la famille. Ma deuxième, vendre son appartement rapidement. Ma troisième, comment geler un compte joint. La fête ne faisait que commencer. La leur se terminait, ils ne le savaient pas encore. La mienne commençait. Ils pensaient m'avoir effacé de l'équation. Ils n'avaient pas compris qu'ils venaient de me donner la place de l'inconnu X, celle qui allait tout changer. Restez avec moi pour voir comment j'ai résolu cette équation, et comment le résultat a dépassé tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le lundi matin, à 9 heures précises, une nouvelle Chloé est née. Fini la procrastination, fini l'hésitation. J'étais devenue une femme avec une mission. Pendant que Camille et son nouvel époux s'envolaient probablement vers une plage de sable blanc, je poussais la lourde porte d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Maître Laurent Dubois n'était pas le premier nom sur ma liste. J'avais passé une partie de ma nuit blanche à faire des recherches. Je ne voulais pas d'un avocat compatissant qui me tapoterait la main en me disant que tout ira bien. Je voulais un soldat. La réputation de Maître Dubois le précédait, il était connu pour être un requin, tenace, méticuleux et absolument sans pitié quand il s'agissait de défendre les intérêts de ses clients. C'est exactement ce dont j'avais besoin. C'était un homme d'une 50aine d'années, élégant, avec un regard d'acier qui semblait lire à travers vous. Je me suis assise en face de son immense bureau en acajou et, d'une voix que je ne me connaissais pas, calme et posée, j'ai raconté mon histoire. Je n'ai omis aucun détail, la trahison de ma sœur, les sacrifices financiers documentés par des relevés de comptes que j'avais apportés, les humiliations répétées, et la sentence finale prononcée la veille du mariage. Je lui ai même montré la photo du collier de perles de ma mère. Il m'a écouté en silence, son visage impassible, ne prenant que quelques notes succinctes. Quand j'ai eu terminé, il a joint ses mains sur son bureau et m'a regardé fixement pendant un long moment. « Mademoiselle Martin », a-t-il commencé d'une voix grave, « je vais être très clair. Ce que vous avez subi relève de l'abus de faiblesse, de l'abus de confiance et potentiellement de l'extorsion. Votre loyauté a été utilisée comme une arme contre vous. Notre objectif n'est pas la vengeance. Notre objectif est la justice et votre protection. Nous allons être méthodiques. La première action, la plus urgente, concernait le fameux compte joint. Oubliez l'idée de le vider, a-t-il dit. Ce serait une faute. Nous allons frapper plus fort et plus intelligemment. Nous allons déposer une requête en urgence auprès du juge pour demander le gel immédiat du compte et sa mise sous administration judiciaire via une fiducie. Il m'a expliqué ce que cela signifiait en termes simples, plus un seul euro ne pourrait sortir de ce compte sans une facture, un justificatif, et l'approbation d'un tiers désigné par le tribunal.
Fini les dépenses somptuaires sur mon dos. Chaque centime devrait être justifié. C'était une arme redoutable. Ils crieront au scandale, a-t-il ajouté avec un mince sourire. Laissez-les crier. La deuxième action concernait mon appartement. C'est votre principal atout, a-t-il analysé. Mais c'est aussi votre adresse, votre lien avec eux. Pour disparaître, il faut le vendre. Et vite. Dès la sortie de son bureau, j'ai appelé l'agence immobilière la plus agressive de la ville. J'ai eu un agent au téléphone et j'ai été direct, je veux vendre mon appartement. Je veux qu'il soit vendu dans la semaine. Le prix n'est pas la priorité, la vitesse l'est. Il y a eu un silence surpris à l'autre bout du fil. J'ai senti que j'avais son attention. Pour vendre en une semaine, a-t-il dit, il faudra le mettre sur le marché à un prix défiant toute concurrence. Vous allez y perdre de l'argent. Combien, ai-je demandé. Probablement 20% en dessous de sa valeur réelle. 20%. C'était une somme énorme. C'était le prix de plusieurs années d'économie. J'ai fermé les yeux. J'ai vu le visage de mes parents, le sourire de ma sœur. J'ai pensé au collier de perles. Faites-le, ai-je dit. C'était le prix de ma liberté. Et ma liberté n'avait pas de prix. La dernière action de cette journée marathon a été la plus simple et la plus symbolique. J'ai appelé le service des ressources humaines de mon entreprise et j'ai posé ma démission. J'ai invoqué des raisons personnelles impérieuses, ce qui, pour une fois, était la pure vérité. En rentrant dans mon appartement ce soir-là, je ne le voyais plus comme mon refuge. Je le voyais comme ma monnaie d'échange. Les murs semblaient déjà se refermer sur un passé que je rejetais. En m'asseyant au milieu des cartons que je commençais à faire, j'ai eu un moment de vertige. La gentille Chloé, la fille qui avait si peur du conflit, était terrifiée par ce que la nouvelle Chloé était en train de faire. Une partie de moi hurlait, « Arrête tout. Tu es en train de détruire ta vie. » Mais une autre voix, plus forte, plus profonde, lui répondait, « Non. Je suis en train de la sauver. » Choisir une destination quand on fuit sa propre vie est un acte étrangement intime. Je n'ai pas cherché un endroit où trouver un travail facilement, ni une ville où je connaissais quelqu'un. J'ai cherché un symbole. J'ai déplié une vieille carte routière de France sur le sol de mon salon, et mon regard a été immédiatement attiré par la pointe de la Bretagne. Saint-Malo. Le nom seul évoquait des images de granit, de vagues puissantes, de remparts imprenables. Une cité corsaire, une ville qui avait fait de la résistance son identité. C'était là que j'irais. Je n'allais pas me cacher. J'allais me fortifier. C'est là qu'Alice Lefebvre, mon alter ego, ma version libre, allait jeter l'ancre. La semaine qui a suivi a été un tourbillon effréné. Mon appartement, bradé, a trouvé un acheteur en 48 heures, un jeune couple pressé qui n'a même pas négocié. Les visites ont été une épreuve. Voir des inconnus évaluer, critiquer mon petit cocon, c'était comme une violation de mon intimité. Mais chaque visite me rapprochait de la ligne d'arrivée. La signature de l'acte de vente a été surréaliste. En quelques minutes, j'étais officiellement sans domicile fixe. Mais pour la première fois, cela ne me faisait pas peur. J'étais libre. J'ai trié mes affaires avec une brutalité nécessaire. Tout ce qui me rappelait mon ancienne vie, les cadeaux de mes parents, les photos de famille, les objets liés à de faux souvenirs heureux, tout a été jeté dans de grands sacs poubelles. Je n'ai gardé que l'essentiel. Quelques vêtements, mes livres préférés, mon matériel de dessin, et une seule photo, celle de ma grand-mère maternelle, la seule personne dans cette famille qui m'avait jamais regardé avec un amour inconditionnel. Elle était ma seule racine saine, et je l'emportais avec moi. Le reste, meubles, vaisselle, a été donné à une association caritative. Je partais avec 2 valises et un cœur lourd mais déterminé. Le jour du départ, j'ai fait un dernier tour dans l'appartement vide. L'acoustique avait changé. Le lieu semblait déjà m'avoir oublié. J'ai laissé les clés sur le comptoir, à côté d'une seule enveloppe. À l'intérieur, le collier en saphir que j'avais acheté pour Camille. Sans un mot. Juste l'objet. Un remboursement silencieux de ma stupidité. La route vers l'ouest a été une thérapie. Les premiers 100 kilomètres, j'ai conduit en silence, le cerveau en ébullition. Puis, j'ai mis la musique à fond,
des chansons de révolte et de renaissance, et j'ai commencé à crier. J'ai crié toutes les insultes que je n'avais jamais osé prononcer, toutes les injustices que j'avais tues. J'ai pleuré, enfin. Des larmes de rage, de chagrin, de soulagement. Le premier soir, je me suis arrêtée dans un petit hôtel anonyme au bord de la Nationale. Dans la chambre impersonnelle, la solitude m'est tombée dessus. J'ai commandé un plateau repas, un acte simple mais révolutionnaire pour moi qui avais toujours mangé en fonction des autres. Manger seul, choisir mon propre repas. C'était un petit pas vers l'autonomie. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Une femme de 28 ans, seule, sans attache. La peur était là, tapie dans l'ombre. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Mais en regardant mon propre regard, j'y ai vu aussi une lueur nouvelle. Une lueur de défi. Le lendemain, alors que je me rapprochais de la Bretagne, le paysage a changé. Le ciel est devenu plus vaste, l'air plus vif. Quand j'ai finalement franchi le pont et que la silhouette des remparts de Saint-Malo s'est découpée sur le ciel gris, j'ai su que j'étais arrivée. Ce n'était pas une fuite. C'était un retour à la maison, dans une maison que je ne connaissais pas encore mais que mon âme reconnaissait. J'avais réservé en ligne une petite location meublée pour un mois, le temps de trouver mes marques. C'était un petit appartement sous les toits de la vieille ville, intramuros. L'escalier en colimaçon était si étroit que j'ai eu du mal à monter mes valises. Mais quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu, par la petite lucarne, un bout de mer émeraude et le mât d'un voilier, j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'ai ouvert la fenêtre. L'air iodé, le cri des goélands, le bruit sourd des vagues s'écrasant au loin. C'était le son de ma nouvelle vie. J'ai pris mon nouveau téléphone, celui avec une carte prépayée, et j'ai envoyé un seul SMS à Maître Dubois, je suis arrivé à bon port. Avez-vous un endroit comme ça, un lieu qui vous appelle et qui symbolise un nouveau départ? Dites-le moi dans les commentaires. J'adorerais connaître vos ports d'attache. Je pensais que la distance géographique serait une forteresse suffisante. Je pensais que mon silence serait ma meilleure arme. Mais j'avais sous-estimé leur ténacité, et surtout, leur incroyable capacité à réécrire l'histoire pour se donner le beau rôle. La guerre froide ne faisait que commencer. Les premières semaines à Saint-Malo ont été une étrange parenthèse, un temps suspendu entre la démolition de mon passé et la construction incertaine de mon avenir. J'ai vécu au rythme des marées, un concept entièrement nouveau pour moi, la fille de la campagne. Je me suis forcée à établir une routine. Le matin, je travaillais. J'avais créé un profil professionnel sous mon nouveau nom, Alice Lefebvre, sur plusieurs plateformes pour freelance. J'ai postulé à des dizaines de missions, sans grand espoir au début. Puis, une première réponse positive. Une petite boutique en ligne de produits bretons avait besoin d'aide pour ses réseaux sociaux. Le contrat était modeste, mais c'était un début. C'était la première pierre de ma nouvelle vie. L'après-midi, j'explorais la ville. Je marchais sur les remparts pendant des heures, le vent fouettant mon visage, m'arrachant les dernières bribes de Beauregard. Je me perdais dans le dédale des rues pavées, découvrant des cours cachés, des librairies anciennes, des échoppes d'artisans. Je réapprenais à être seule, non pas par défaut, mais par choix. Je m'asseyais à la terrasse d'un café, non pas pour attendre quelqu'un, mais pour simplement regarder les gens passer, pour lire un livre, pour être présente à moi-même. C'est dans l'un de ces cafés, l'Ancre Salée, un petit établissement chaleureux près du port, que j'ai fait la rencontre qui allait tout changer. La propriétaire, Sophie, était une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris en bataille, des yeux bleus pétillants et des mains marquées par le travail. Elle avait cette chaleur humaine brute, sans artifice. Elle m'a observé pendant plusieurs jours, me voyant arriver chaque matin avec mon ordinateur portable, commandant toujours la même chose, un grand café noir. Un jour, alors que je luttais visiblement avec un problème de mise en page pour un client, elle s'est approchée de ma table et a posé une énorme part de fard breton à côté de ma tasse. C'est pour l'inspiration, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Offert par la maison. Le sucre aide les neurones à se connecter. J'ai été tellement surprise par ce geste simple et gratuit que j'ai rougi. Nous avons commencé à parler. Je suis restée évasive sur les raisons de ma venue, évoquant un simple besoin de changer d'air. Sophie n'a pas insisté. Elle avait cette sagesse des gens qui ont vécu.
Le vent de Saint-Malo est connu pour chasser les fantômes, a-t-elle simplement commenté. Parfois, il faut juste lui laisser le temps de souffler assez fort. Ce café est devenu mon quartier général. Sophie est devenue ma première alliée, ma confidente silencieuse. Elle ne m'a jamais posé de questions, mais je sentais dans son regard qu'elle comprenait. Elle est devenue la figure maternelle bienveillante que je n'avais jamais eue, celle qui vous apporte un gâteau quand vous en avez besoin, sans vous demander pourquoi. Encouragée par ce premier lien social, j'ai osé faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai acheté un carnet de croquis et des aquarelles. J'ai recommencé à dessiner. Au début, mes mains étaient rouillées, mon trait hésitant. Puis, peu à peu, le plaisir est revenu. Je passais des heures sur la plage à marée basse, à peindre les brise-lames, les reflets de la lumière sur le sable mouillé, la silhouette des bateaux. C'était une forme de méditation. Je ne peignais pas pour impressionner qui que ce soit. Je peignais pour moi. Pour me retrouver. Ma mère avait toujours qualifié cette passion de « barbouillage inutile ». Ici, ce « barbouillage » me reconnectait à la partie la plus authentique de moi-même. Le travail, lui aussi, commençait à porter ses fruits. Le bouche à oreille fonctionnait. La petite boutique en ligne, satisfaite de mon travail, m'a recommandé à d'autres commerçants. Mon agenda a commencé à se remplir. J'ai pu louer mon petit appartement pour une plus longue durée. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Mon propre argent. Un argent propre, gagné à la sueur de mon front, qui ne servait qu'à construire ma propre vie. Je me sentais renaître. Je respirais. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la sœur de, la fille de. J'étais Alice. Une femme indépendante qui construisait son propre chemin. Je commençais à croire que j'avais réussi. Que j'avais vraiment disparu de leur radar. Mais un serpent peut rester caché longtemps dans l'herbe avant de mordre. Et le venin de ma famille allait me rattraper via la voie la plus moderne et la plus insidieuse qui soit. On croit parfois que la distance est un bouclier. C'est une illusion. À l'ère numérique, la méchanceté voyage plus vite que la lumière et peut vous frapper en plein cœur, même à des centaines de kilomètres de distance. La tentative d'assassinat de ma nouvelle identité s'est produite un mardi matin, sur le groupe Facebook Les Amis de Beauregard, une page communautaire que j'avais oubliée mais qui, elle, ne m'avait pas oubliée. C'est Sophie qui m'a alertée. Je travaillais comme d'habitude à l'encre salée, quand elle s'est approchée, son téléphone à la main, le visage fermé. Alice, ma chérie, je crois qu'il y a quelque chose que tu dois voir. Respire un grand coup avant. Elle m'a tendu le téléphone. Et là, sous mes yeux, l'horreur. Mon nom, Chloé Martin, et une vieille photo de moi datant de l'adolescence, une photo où j'avais l'air mal à l'aise et timide, s'affichait en grand. En dessous, un long, très long texte, rédigé par ma mère. C'était un chef-d'œuvre de manipulation, un roman larmoyant conçu pour attirer la sympathie et détruire ma réputation. Elle commençait par un paragraphe dégoulinant de « chagrin de mère » et « d'inquiétude insoutenable ». Elle expliquait que sa fille cadette, Chloé, une jeune femme fragile et psychologiquement instable, avait fait une « terrible crise » juste avant le mariage de sa sœur et avait « fugué sans laisser de mots ». Déjà, la réécriture de l'histoire était en marche. J'étais la folle, pas la victime. Mais le pire était à venir. Dans le paragraphe suivant, elle passait à l'attaque financière. Avec des phrases alambiquées et pleines de sous-entendus, elle expliquait que, dans sa détresse, j'avais vidé le compte d'épargne commun, celui qui contenait les économies de toute une vie, de mes parents, leur seul recours pour leurs vieux jours. Elle a osé écrire « Nous nous retrouvons aujourd'hui démunis, angoissés pour notre avenir, trahis par notre propre enfant ». Elle parlait de factures qui s'accumulaient, de la peur de devoir vendre la maison. C'était un mensonge si énorme, si monstrueux, qu'il en devenait presque crédible. Elle terminait par un appel poignant à la communauté, demandant à quiconque aurait des informations sur moi de la contacter, non pas pour me punir, disait-elle, mais pour m'aider à me soigner. En une seule publication, elle m'avait transformée en une folle, une voleuse et une ingrate. Le souffle coupé, j'ai fait défiler les commentaires. C'était une curée. Une lapidation publique. Des gens que je connaissais depuis toujours, des voisins qui m'avaient vu grandir, se déchaînaient. Je l'ai toujours trouvé un peu étrange,
cette petite, écrivait la femme du boulanger. Quelle honte pour ces pauvres parents, des gens si respectables, ajoutait un ami du club de pétanque de mon père. C'était un torrent de haine basé sur un tissu de mensonges. Mon père, Bernard, avait ajouté sa pierre à l'édifice avec un commentaire d'une hypocrisie sans nom: le cœur d'un père ne se remet jamais d'une telle trahison. Nous lui pardonnons, nous voulons juste qu'elle revienne et qu'elle se fasse aider. Il se positionnait en saint, en martyr, me laissant le rôle de la pécheresse. Et puis, il y a eu le coup de grâce. Le like de Camille. Un simple petit pouce bleu, discret, sous la publication de ma mère. Pas un mot. Juste ce clic. Un clic qui validait tout. Un clic qui disait, oui, tout ce que ma mère écrit est vrai. Ma sœur est une voleuse et une folle. C'était la confirmation finale, le sceau de sa trahison. Une rage froide m'a envahi, chassant la douleur. C'était donc ça, leur plan. Puisque je leur avais enlevé le contrôle financier, ils allaient détruire la seule chose qu'il me restait, mon nom, ma réputation. Ils voulaient me griller socialement, me rendre infréquentable, pour que je n'aie d'autre choix que de revenir vers eux, la queue entre les jambes. Mon premier réflexe a été de prendre mon ordinateur et de taper une réponse rageuse, de déballer ma propre vérité. Mais la main de Sophie s'est posée sur la mienne. Non. Surtout pas, a-t-elle murmuré. C'est ce qu'ils attendent. Ils veulent que tu te justifies, que tu t'énerves. Ne leur donne pas ce plaisir. Batte-toi avec d'autres armes. Elle avait raison. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré l'odeur de café et de sel de son établissement, et j'ai pensé à mettre du bois. J'ai pris des captures d'écran de tout, la publication, chaque commentaire. J'ai tout envoyé à mon avocat avec un seul mot: guerre. Sa réponse, lapidaire, est arrivée quelques minutes plus tard: reçu. Ne bougez pas. La riposte est en cours. Je croyais que nous avions atteint le fond de l'ignominie. Je me trompais. Quand un manipulateur est acculé, il ne connaît aucune limite. L'attaque suivante n'allait pas être publique. Elle allait être bien plus personnelle, bien plus vicieuse. La riposte de Maître Dubois a été d'une efficacité redoutable. Il n'a pas joué sur le terrain boueux des réseaux sociaux. Il a utilisé l'arme de la loi. Une lettre de mise en demeure pour diffamation publique, avec menace de poursuite judiciaire et demande de dommages et intérêts, a été envoyée en recommandé à ma mère, à mon père, ainsi qu'à l'administrateur du groupe Facebook. Parallèlement, il a fait publier, via un compte professionnel neutre, un court droit de réponse dans le groupe, expliquant de manière factuelle qu'un litige financier était en cours de résolution par voie légale et que les allégations de vol étaient totalement infondées et relevaient de la calomnie. L'effet a été immédiat. La publication d'Hélène a été supprimée en moins d'une heure. Les rumeurs se sont tues, remplacées par une confusion gênée. J'avais gagné une bataille. Mais je savais que ma mère, blessée dans son orgueil, n'allait pas en rester là. Elle allait abandonner l'artillerie lourde pour une arme bien plus précise, le chantage affectif. L'appel est arrivé un jeudi soir. J'étais en train de finaliser un projet pour un client, savourant le calme de mon appartement sous les toits. Un numéro inconnu s'est affiché. J'ai hésité. Depuis l'affaire Facebook, je me méfiais. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil m'a glacé. C'était celle du docteur Renaud, notre médecin de famille depuis toujours, un homme que je considérais presque comme un oncle. Sa voix, habituellement si joviale, était chargée d'une gravité qui sonnait faux. Chloé. Dieu merci, j'arrive à te joindre. C'est le docteur Renaud. Il faut que tu rentres, Chloé. C'est une question de vie ou de mort. Mon cœur a raté un battement. Malgré tout, un réflexe conditionné de peur s'est emparé de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? C'est ta mère, a-t-il continué, sa voix se brisant presque. Elle a eu une attaque cardiaque. Elle est à l'hôpital, au service de soins intensifs. Elle est très faible, mais elle n'arrête pas de murmurer ton nom. Chloé, je suis son médecin, mais je te parle en ami. Elle a besoin de voir sa fille une dernière fois. Une attaque cardiaque. Une dernière fois. Les mots étaient conçus pour me anéantir, pour court-circuiter toute pensée rationnelle et ne faire appel qu'à l'émotion brute, à la culpabilité primale.
Pendant une fraction de seconde, le piège a fonctionné. Une image horrible de ma mère, intubée, mourante par ma faute, a flashé dans mon esprit. J'ai senti mes genoux fléchir. Mais la nouvelle Alice, celle qui avait appris à se méfier, a repris le dessus. Quelque chose clochait. Le ton du docteur était trop mélodramatique. Et puis, un détail. Il avait dit « l'hôpital ». Mais il n'y a pas de service de soins intensifs à la petite clinique de Beauregard. Dans quel hôpital est-elle exactement, docteur, ai-je demandé, ma voix soudainement plus assurée. Il y a eu une microseconde d'hésitation. À l'hôpital central de la préfecture. Mais ne perds pas de temps avec les détails, Chloé, prends la route. Chaque minute compte. Le mensonge était là, dans cette hésitation. J'ai gardé mon sang-froid. Merci de m'avoir prévenu, docteur. Je vais m'organiser. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De rage. Une rage froide et lucide. Ils avaient osé. Ils avaient osé instrumentaliser la maladie, la mort, pour me faire revenir. Je n'ai pas appelé l'hôpital. Je n'avais pas besoin de confirmation. J'ai appelé la seule personne de confiance, Maître Dubois. Je lui ai raconté l'appel, mot pour mot. Son silence à l'autre bout du fil était lourd de sens. Alice, a-t-il dit après un moment, sa voix plus dure que jamais, ne bougez pas de chez vous. Je vais passer quelques appels. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était lui. Je vous confirme que votre mère n'a jamais été admise à l'hôpital central. En revanche, mon contact à Beauregard m'informe qu'elle a bien été vue aux urgences de la clinique locale cet après-midi, pour une violente crise d'angoisse. Elle est rentrée chez elle il y a 3 heures. La crise a coïncidé, étrangement, avec la réception d'une lettre de la fiducie lui refusant un déblocage de fonds exceptionnels de 10 000 € pour la rénovation de la toiture. Le scénario était complet. Diabolique. Ils avaient utilisé un médecin de famille crédule, probablement apitoyé par une comédie de ma mère, pour me lancer l'appât ultime. Ce soir-là, en regardant la mer déchaînée par la fenêtre, j'ai compris que j'étais enfin libre. Ils avaient utilisé leur dernière cartouche. Ils m'avaient montré le fond de leur noirceur, et cela ne m'atteignait plus. Le dernier lien, celui de la peur et de la culpabilité, venait de se rompre pour toujours. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. J'ai appuyé longuement sur le nom de ma mère, de mon père, de ma sœur. Et j'ai appuyé sur « bloquer ce contact ». Un par un. Ce n'était pas un acte de haine. C'était un acte de préservation. L'acte final de la naissance d'Alice. Aujourd'hui, je vis à Saint-Malo. Mon entreprise prospère. J'ai des amis qui sont devenus ma famille de cœur. J'ai recommencé à peindre et j'ai même vendu quelques toiles. Je ne suis pas riche, mais je suis indépendante. Le passé ne me hante plus. Il est une cicatrice qui me rappelle le prix de ma liberté. J'ai appris que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'agir malgré la peur. J'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de sang, mais de respect, de soutien et d'amour inconditionnel. Et j'ai surtout appris que la personne la plus importante pour qui vous devez vous battre, c'est vous-même. Mettre ses propres limites, protéger sa paix intérieure, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la fondation sur laquelle on peut construire une vie authentique et heureuse. Si mon histoire a fait écho en vous, si vous avez, vous aussi, dû vous battre pour vous libérer d'une relation toxique, familiale ou autre, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires donnent de la force aux autres. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour que nous puissions, ensemble, construire une communauté de survivants. Votre vie est votre chef-d'œuvre. Ne laissez personne d'autre tenir le pinceau.